Vous savez ce qui me brise le cœur chaque jour dans mon cabinet, ce qui me réveille parfois la nuit avec cette sensation d'impuissance professionnelle que même après 40 ans de pratique, je n'arrive pas totalement à évacuer, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, vibrantes, arriver devant moi avec ce regard éteint, cette posture affaissée et me dire avec une voix à peine audible qu'elles ne comprennent pas, pourquoi elles ne guérissent pas, pourquoi après des années de thérapie, de lectures, de méditation, de tentatives désespérées pour aller mieux, elles se retrouvent toujours au même point, coincées dans cette prison émotionnelle dont elles ne trouvent pas la sortie, et le pire c'est qu'elles commencent à croire que c'est de leur faute, qu'elles sont cassées, irréparables, condamnées à porter ce poids jusqu'à la fin de leur jour. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement auparavant, une histoire qui m'a profondément marqué et qui illustre parfaitement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, une femme de 53 ans est entrée dans mon bureau, appelons-la Marie, et avant même qu'elle ne s'asseye, j'ai vu dans ses yeux cette fatigue particulière, cette lassitude qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de l'épuisement de l'âme. Elle m'a raconté qu'elle avait tout essayé, absolument tout, pour se remettre de son divorce survenu 5 ans plus tôt, qu'elle avait consulté 3 thérapeutes différents, lu tous les livres de développement personnel qu'on lui recommandait, pratiqué la méditation quotidiennement, fait du yoga, changé son alimentation, et pourtant, malgré tous ses efforts héroïques, elle se réveillait chaque matin avec cette même douleur au creux de la poitrine, cette même sensation de vide, cette même incapacité à imaginer un avenir où elle serait vraiment heureuse. Ce qui est fascinant et terriblement triste à la fois, c'est que Marie n'est pas un cas isolé, elle représente des milliers, peut-être des millions de femmes qui se battent chaque jour contre des blessures émotionnelles qui refusent obstinément de cicatriser. Vous vous reconnaissez peut-être dans son histoire, vous qui m'écoutez en ce moment même, vous qui avez peut-être cliqué sur cette vidéo parce que vous aussi vous vous demandez pourquoi diable vous n'arrivez pas à tourner la page, pourquoi cette rupture d'il y a 2 ans vous fait encore pleurer sous la douche, pourquoi la trahison de votre ex-mari continue de vous réveiller à 3 heures du matin avec le cœur qui bat la chamade, pourquoi vous ne parvenez pas à vous sentir vraiment vivante, vraiment présente, vraiment vous-même. Laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous déranger un peu, mais c'est nécessaire, croyez-moi. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous devriez déjà être guéri, que vous devriez avoir dépassé tout ça, que ça fait assez longtemps maintenant et qu'il est temps de passer à autre chose, mais en même temps vous vous sentez complètement incapable de le faire, comme si une partie de vous restait accrochée au passé, prisonnière de souvenirs, de regrets, de colère non résolue, de tristesse enfouie qui remonte à la surface au moment le plus inattendu, généralement quand vous êtes seul la nuit ou quand vous voyez un couple heureux dans la rue et que vous vous demandez pourquoi ce n'est pas vous, pourquoi votre histoire n'a pas eu cette fin heureuse que vous aviez imaginée. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, quelque chose de très simple, mais qui va faire toute la différence dans votre parcours de guérison. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que je parle directement à votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant, pas dans 5 minutes, pas à la fin de la vidéo, mais maintenant parce que je vais partager avec vous des vérités que très peu de thérapeutes osent dire, des mécanismes psychologiques que j'ai découverts après des décennies de pratiques cliniques et de recherche, et je veux que vous ayez accès à tout ce savoir, à toutes ces ressources qui peuvent transformer votre vie. Alors cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et continuez à m'écouter parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien être le déclic que vous attendiez depuis si longtemps. Revenons à Marie et à ce qui s'est passé dans mon cabinet ce jour-là. Après qu'elle m'ait raconté son histoire, après qu'elle m'ait détaillé tous ses efforts pour aller mieux, je lui ai posé une question très simple qui l'a complètement déstabilisée. Je lui ai demandé si elle s'était déjà autorisée à ne pas guérir, si elle s'était déjà donné la permission de porter sa blessure sans en avoir honte, sans se chouger, sans se comparer aux autres qui semblent n'avoir rebondi plus rapidement. Son visage s'est décomposé et elle s'est mise à pleurer, pas des petites larmes discrètes, mais des sanglots profonds, viscéraux, libérateurs. Elle m'a avoué que non, jamais elle ne s'était autorisée à être blessée, qu'elle avait toujours pensé que la guérison était une obligation, un devoir, quelque chose qu'elle devait accomplir pour prouver qu'elle était forte, résiliente, capable de surmonter les épreuves. Vous voyez, et c'est là que commence le véritable problème, la raison pour laquelle tant de femmes ne guérissent pas émotionnellement n'est pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas assez fortes ou assez courageuses, c'est parce qu'elles abordent la guérison comme une performance, comme quelque chose qu'elles doivent réussir, et dans cette course effrénée vers le mieux-être, elles oublient l'essentiel, elles oublient que guérir n'est pas un sprint mais un marathon, que c'est un processus organique, naturel, qui ne peut pas être forcé, accéléré ou contrôlé comme on contrôle un projet professionnel ou l'organisation d'un événement.
Imaginez un instant que vous ayez une blessure physique, une fracture par exemple. Vous ne passeriez pas votre temps à vous dire que vous devriez déjà être guéri, que votre os devrait se ressouder plus rapidement, que vous êtes nul parce que la consolidation prend du temps. Non, vous accepteriez naturellement que le processus de guérison suive son cours, que votre corps ait besoin de temps de repos, de soins appropriés. Mais quand il s'agit de blessures émotionnelles, nous perdons complètement cette sagesse instinctive, nous devenons nos pires ennemis, nos juges les plus sévères, nos critiques les plus impitoyables. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous faire un peu peur, mais je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous raconter des histoires rassurantes qui ne vous aideront pas vraiment. Si vous continuez à aborder votre guérison émotionnelle de cette manière, si vous continuez à vous juger, à vous presser, à vous comparer aux autres, non seulement vous ne guéririez pas, mais vous allez aggraver vos blessures, vous allez créer des couches supplémentaires de souffrance, vous allez développer ce que nous appelons en psychologie des traumatismes secondaires, c'est-à-dire des blessures qui viennent s'ajouter à la blessure initiale. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que vous êtes prisonnière de ce cycle infernal, la vie continue, le temps passe et vous risquez de rater des opportunités magnifiques, des rencontres extraordinaires, des expériences qui pourraient vous apporter la joie et l'épanouissement que vous méritez. Pensez-y un instant vraiment, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et pensez-y sérieusement. Pendant que vous êtes bloqué dans votre douleur, pendant que vous ressassez ce qui s'est passé, pendant que vous vous demandez pourquoi votre ex-mari vous a quitté, pourquoi il a choisi quelqu'un d'autre, pourquoi vous n'avez pas été assez bien pour lui, il est peut-être en train de construire une nouvelle vie, de tomber amoureux, de rire, de faire des projets, de vivre pleinement, et vous restez figé dans le passé, spectatrice de votre propre existence, incapable de saisir les opportunités qui se présentent parce que vous êtes trop occupé à penser des plaies qui ne guérissent pas. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que ça fait mal, mais j'ai besoin que vous compreniez l'urgence de la situation. Chaque jour que vous passez dans cet état de non-guérisson est un jour que vous ne récupérez jamais, un jour où vous auriez pu rire, aimer, créer, vivre intensément. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, au contraire, je dis ça parce que je crois profondément en votre capacité à vous transformer, à guérir, vraiment à retrouver cette vitalité, cette joie de vivre, cette confiance en vous qui sont votre droit de naissance en tant que femme magnifique et puissante que vous êtes. Mais attention, et c'est là que la situation devient encore plus préoccupante, le problème ne se limite pas seulement à votre bien-être personnel. Quand vous ne guérissez pas émotionnellement, quand vous restez coincé dans vos blessures, vous envoyez un message très clair à l'univers, aux hommes autour de vous, aux opportunités qui pourraient se présenter. Vous envoyez le message que vous n'êtes pas disponible, pas prête, pas ouverte à recevoir l'amour, la tendresse, la complicité que vous désirez au fond de votre cœur. Et les hommes sentent ça, ils perçoivent cette indisponibilité émotionnelle, cette fermeture, et même s'ils sont attirés par vous physiquement, même s'ils trouvent votre conversation intéressante, ils vont hésiter, reculer, aller voir ailleurs, vers des femmes qui semblent plus légères, plus ouvertes, plus vivantes. Je vois ce phénomène tous les jours dans mon cabinet, des femmes extraordinaires qui se demandent pourquoi elles n'attirent pas les bons hommes, pourquoi leur relation ne démarre jamais vraiment, pourquoi elles restent toujours en surface sans jamais atteindre cette profondeur, cette intimité qu'elles recherchent désespérément. Et quand nous creusons ensemble, quand nous explorons ce qui se passe vraiment, nous découvrons presque toujours que le problème n'est pas qu'elles ne sont pas assez belles, assez intéressantes ou assez désirables. Le problème est qu'elles portent encore les cicatrices de leurs blessures passées comme des armures, et ces armures, même si elles ont été construites pour les protéger, finissent par les isoler, les couper du monde, les empêcher de recevoir l'amour qu'elles méritent. Et ce n'est pas tout, parce que le temps joue contre vous, et je sais que c'est politiquement incorrect de le dire. Je sais que nous sommes censés prétendre que l'âge n'a pas d'importance, que vous avez tout le temps du monde, mais la vérité crue et honnête, c'est que si vous avez entre 45 et 60 ans, chaque année qui passe sans que vous guérissiez vraiment, sans que vous vous ouvriez vraiment à la vie et à l'amour, est une année précieuse que vous perdez, une année où vous auriez pu vivre des expériences extraordinaires, construire une relation magnifique, vous sentir désiré, aimé, chéri. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, enfin si, peut-être un peu, parce que parfois la peur est nécessaire pour nous sortir de notre léthargie, pour nous faire réaliser que nous ne pouvons plus continuer comme ça, que nous devons prendre des décisions radicales, faire des changements profonds, arrêter de reporter notre bonheur à plus tard, à quand nous serons guéris, à quand nous aurons perdu 5 kilos, à quand nous aurons trouvé le travail parfait, à quand les conditions seront idéales. Les conditions ne seront jamais idéales, mes chers amis, jamais. Et si vous attendez que tout soit parfait pour commencer à vivre vraiment, vous risquez d'attendre toute votre vie. Alors laissez-moi vous poser une autre question, une question qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais qui est essentielle.
Qu'est-ce qui se passera si vous ne changez rien, si vous continuez exactement comme maintenant, avec les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes stratégies qui ne fonctionnent manifestement pas? Où serez-vous dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous serez toujours en train de ressasser les mêmes histoires, de pleurer les mêmes pertes, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas celle que vous aviez imaginée? Et pendant ce temps, votre ex-mari, lui, aura peut-être refait sa vie, trouvé une femme qui le rend heureux, construit une nouvelle famille, créé des souvenirs magnifiques, et vous serez toujours là, spectatrice de sa vie sur les réseaux sociaux, à vous demander ce qui aurait pu être différent, ce que vous auriez pu faire autrement. Et le plus terrible dans tout ça, ce n'est même pas que lui soit heureux avec quelqu'un d'autre, parce qu'honnêtement, s'il n'était pas l'homme qu'il vous fallait, tant mieux qu'il soit parti, vous méritez tellement mieux. Non, le plus terrible, c'est que vous aurez gâché des années de votre vie à attendre de guérir au lieu de vivre, à vous préparer à être heureuse au lieu d'être heureuse maintenant, avec vos blessures, avec vos imperfections, avec votre histoire. Parce que voyez-vous, et c'est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être complètement guéri pour être aimé, désiré, respecté, chéri. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour mériter le bonheur, vous êtes déjà digne d'amour exactement tel que vous êtes, avec vos cicatrices, vos peurs, vos doutes. Mais pour pouvoir recevoir cet amour, pour pouvoir vous ouvrir à cette possibilité, vous devez comprendre pourquoi vous ne guérissez pas. Vous devez identifier les mécanismes psychologiques qui vous maintiennent prisonnière de votre douleur, et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble maintenant. Je vais vous révéler les 7 leçons que j'ai apprises après 40 ans de pratique clinique, 7 leçons qui ont transformé la vie de centaines de mes patientes, 7 leçons qui vont vous permettre de comprendre enfin ce qui se passe vraiment en vous et comment vous pouvez commencer à guérir vraiment profondément, durablement. Mais avant de plonger dans ces 7 leçons, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la nature de la guérison émotionnelle. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité, l'efficacité, les résultats immédiats. Nous voulons tout de suite, sans effort, sans douleur. Nous voulons des solutions miracles, des techniques magiques qui vont nous transformer du jour au lendemain. Et l'industrie du développement personnel, malheureusement, nourrit cette illusion en nous vendant des promesses irréalistes, des méthodes soi-disant révolutionnaires qui vont nous guérir en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois maximum. Mais la vérité que personne ne veut entendre parce qu'elle ne fait pas vendre de livres ou de formations, c'est que la guérison émotionnelle est un processus lent, non linéaire, parfois chaotique, souvent frustrant. C'est un processus qui demande de la patience, de la compassion envers soi-même, de l'acceptation de nos limites, de notre humanité. Et c'est justement parce que nous refusons d'accepter cette réalité, parce que nous voulons aller plus vite que la musique, que nous créons des résistances, des blocages, des obstacles qui ralentissent encore plus notre guérison. Imaginez que vous essayez de faire pousser une plante en tirant sur ses feuilles pour qu'elle grandisse plus vite. Non seulement vous n'accélériez pas sa croissance, mais vous risqueriez de l'abîmer, de casser ses tiges, de compromettre son développement. C'est exactement ce que nous faisons avec notre psyché quand nous essayons de forcer notre guérison, quand nous nous jugeons parce que nous ne progressons pas assez vite, quand nous nous comparons aux autres qui semblent avoir surmonté leurs épreuves plus rapidement que nous. Et maintenant, attention, parce que ce que je vais vous dire maintenant est crucial, absolument crucial pour votre compréhension de ce qui vous arrive. Le problème n'est pas que vous ne guérissez pas, le problème est que vous avez une conception erronée de ce qu'est la guérison. Vous pensez que guérir signifie ne plus avoir mal, ne plus penser à ce qui s'est passé, ne plus ressentir de tristesse ou de colère. Vous pensez que guérir signifie revenir à l'état dans lequel vous étiez avant la blessure, retrouver cette innocence, cette insouciance, cette légèreté que vous aviez avant que tout bascule. Mais c'est impossible, mes chers amis, complètement impossible, et c'est en poursuivant cet objectif irréaliste que vous vous condamnez à l'échec, à la frustration, au désespoir. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas redevenir celle que vous étiez avant. Cette femme-là n'existe plus, elle a été transformée par l'épreuve, par la douleur, par la perte. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une opportunité extraordinaire de devenir quelqu'un de plus profond, de plus sage, de plus authentique. Guérir ne signifie pas oublier, guérir signifie intégrer. Guérir ne signifie pas ne plus avoir mal, guérir signifie apprendre à vivre avec la douleur sans qu'elle vous définisse, sans qu'elle vous paralyse. Guérir ne signifie pas redevenir celle que vous étiez, guérir signifie devenir celle que vous êtes destinée à être, une version de vous-même qui a été polie, affinée, approfondie par l'épreuve.
Et c'est là que se trouve la première grande leçon que je veux partager avec vous, la première clé qui va vous permettre de débloquer votre processus de guérison. Arrêtez de résister à votre douleur, arrêtez de la combattre, arrêtez de faire comme si elle n'existait pas ou comme si elle devrait déjà avoir disparu. Votre douleur est là, elle est réelle, elle est légitime, elle fait partie de votre histoire, de votre expérience humaine. Et paradoxalement, c'est seulement en acceptant pleinement votre douleur, en lui faisant de la place, en l'accueillant avec bienveillance et compassion que vous pourrez commencer à la transformer, à la transcender. Je sais que ça semble contre-intuitif, je sais que tout en vous crie que c'est le contraire qu'il faut faire, qu'il faut être forte, positive, optimiste, qu'il faut regarder vers l'avant et ne pas s'apitoyer sur son sort. Mais croyez-moi, j'ai vu des centaines de femmes essayer cette stratégie et échouer lamentablement parce que la douleur refoulée, niée, combattue ne disparaît pas, elle s'enfonce plus profondément, elle se cristallise, elle devient une part d'ombre qui va vous hanter, vous saboter, vous empêcher d'avancer vraiment. Alors comment fait-on concrètement pour accueillir sa douleur sans se laisser submerger par elle, sans tomber dans la victimisation, sans s'enfoncer dans la dépression ? C'est une question légitime et je vais vous donner une technique très simple mais incroyablement puissante que j'utilise avec mes patientes et qui donne des résultats remarquables. Je l'appelle la technique de l'observateur compatissant et voici comment elle fonctionne. La prochaine fois que vous sentez monter en vous une vague de tristesse, de colère, de désespoir, au lieu de la repousser, au lieu de vous dire que vous ne devriez pas ressentir ça, au lieu de vous chouger, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et imaginez que vous êtes une observatrice bienveillante de votre propre expérience. Regardez votre douleur comme vous regarderiez celle d'une amie très chère, avec tendresse, avec compassion, sans jugement. Nommez ce que vous ressentez à voix haute, si possible. Dites « je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens du désespoir » et ajoutez immédiatement « et c'est normal, c'est humain, j'ai le droit de ressentir ça ». Cette simple pratique, si vous la faites régulièrement, va transformer radicalement votre relation à vos émotions. Au lieu de les voir comme des ennemis qu'il faut combattre, vous allez commencer à les voir comme des messagères qui vous apportent des informations précieuses sur vos besoins, vos valeurs, vos limites. Vous allez développer ce que nous appelons en psychologie la flexibilité psychologique, c'est-à-dire la capacité à ressentir toute la gamme des émotions humaines sans vous laisser dominer par elles, sans perdre le contact avec ce qui compte vraiment pour vous. Et maintenant, la deuxième leçon qui est intimement liée à la première, mais qui va encore plus loin. Vous ne guérissez pas parce que vous essayez de guérir seul, dans votre coin, sans demander d'aide, sans partager votre douleur, sans vous appuyer sur les autres. Et je sais exactement pourquoi vous faites ça, parce que vous avez peur d'être un fardeau, parce que vous avez peur qu'on vous juge, parce que vous avez peur de montrer votre vulnérabilité, parce qu'on vous a appris depuis toute petite qu'une femme forte doit être capable de tout gérer seule, de ne jamais craquer, de ne jamais montrer ses faiblesses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies à étudier la psychologie humaine, après avoir accompagné des milliers de personnes dans leur processus de guérison. Nous ne sommes pas faits pour guérir seuls, nous sommes des êtres profondément sociaux, relationnels, nous avons besoin des autres pour nous refléter, nous soutenir, nous rappeler qui nous sommes quand nous l'avons oublié. Les blessures les plus profondes, celles qui touchent à notre identité, à notre valeur, à notre capacité d'être aimé, ne peuvent guérir que dans le contexte d'une relation, dans le miroir bienveillant du regard d'un autre être humain qui nous voit, nous reconnaît, nous accepte dans notre totalité. Et attention, je ne parle pas seulement d'aller voir un thérapeute, même si c'est évidemment une démarche précieuse et que je la recommande vivement. Je parle de cultiver des relations authentiques, profondes, où vous pouvez être vraiment vous-même, sans masque, sans façade, sans avoir à prétendre que tout va bien quand tout va mal. Je parle de trouver votre tribu, ces quelques personnes précieuses qui vont vous tenir la main dans les moments sombres, qui vont vous rappeler votre beauté quand vous ne la voyez plus, qui vont croire en vous quand vous avez cessé de croire en vous-même. Parce que voyez-vous, et c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne réalisent pas, l'isolement est le terreau parfait pour que les blessures émotionnelles s'infectant, s'aggravent, deviennent chroniques. Quand vous êtes seul avec vos pensées, surtout quand ces pensées sont négatives, autocritiques, catastrophistes, vous créez une chambre d'écho où les mêmes idées toxiques tournent en boucle, se renforcent mutuellement, finissent par devenir votre réalité. Vous commencez à croire que vous êtes vraiment nul, que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous ne vous en sortirez jamais, et ces croyances deviennent des prophéties autoréalisatrices qui façonnent votre comportement, vos choix, votre vie.
Mais quand vous partagez votre douleur avec quelqu'un qui vous écoute vraiment, qui ne cherche pas à vous donner des conseils ou à minimiser ce que vous ressentez, qui est simplement là, présent, attentif, quelque chose de magique se produit. Votre douleur devient plus légère, plus supportable parce qu'elle est portée par deux personnes au lieu d'une. Vos pensées négatives sont confrontées à un regard extérieur qui peut vous offrir une perspective différente, plus nuancée, plus réaliste. Vous vous sentez moins seul, moins perdu, moins désespéré. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, quelque chose que j'ai observé maintes et maintes fois dans ma pratique. Les femmes qui guérissent le plus rapidement et le plus profondément ne sont pas nécessairement les plus fortes et les plus intelligentes ou les plus résilientes. Ce sont celles qui ont le courage d'être vulnérables, de demander de l'aide, de s'appuyer sur les autres. Ce sont celles qui comprennent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une force, que montrer ses blessures n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais quelque chose qui nous rend profondément humaines, authentiques, touchantes. Alors voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui, dès que vous aurez fini d'écouter cette vidéo. Identifiez une personne dans votre entourage, une amie, une sœur, une cousine, quelqu'un en qui vous avez confiance et appelez-la, invitez-la à prendre un café et partagez avec elle ce que vous traversez vraiment, pas la version édulcorée, pas la version socialement acceptable, mais la vérité brute, crue de ce que vous ressentez. Et observez ce qui se passe, observez comment le simple fait de mettre des mots sur votre douleur, de la sortir de votre tête pour la déposer dans l'espace entre vous deux, va la transformer, la rendre moins menaçante, moins envahissante. Et si vous n'avez personne dans votre entourage à qui vous sentez pouvoir parler en toute sécurité, alors cherchez un groupe de soutien, une communauté de femmes qui traversent des épreuves similaires, oui, consultez un thérapeute, quelqu'un qui est formé pour vous accompagner dans ce processus de guérison. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous devez absolument entendre, vous n'avez pas à faire ça seul, vous ne devez pas faire ça seul, et vouloir faire ça seul n'est pas un signe de force, mais un signe que vous n'avez pas encore compris comment fonctionne vraiment la guérison émotionnelle. Passons maintenant à la troisième leçon, et celle-ci va peut-être vous choquer un peu, mais restez avec moi parce que c'est absolument crucial. Vous ne guérissez pas parce que, inconsciemment, une partie de vous ne veut pas guérir. Je sais que ça semble absurde, je sais que votre première réaction est probablement de dire « mais bien sûr que je veux guérir. Qu'est-ce que tu racontes, Christophe? Pourquoi je ferais tous ces efforts si je ne voulais pas guérir ?» Mais écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous expliquer va éclairer tellement de choses qui vous semblaient incompréhensibles jusqu'à présent. Il y a ce que nous appelons en psychologie les bénéfices secondaires de la maladie ou de la souffrance. Ce sont les avantages cachés, souvent inconscients, que nous tirons de notre état de non-guérisson. Et avant que vous ne vous offusquiez, avant que vous ne pensiez que je suis en train de dire que vous aimez souffrir ou que vous faites semblant, laissez-moi clarifier. Ces bénéfices secondaires sont réels, ils sont puissants et ils sont complètement inconscients la plupart du temps. Vous n'avez pas décidé consciemment de ne pas guérir pour en profiter, mais votre psyché, dans sa sagesse, parfois tordue, a identifié certains avantages à rester dans cet état de blessure. Par exemple, tant que vous êtes blessé, tant que vous n'êtes pas complètement guéri, vous avez une excuse pour ne pas vous remettre sur le marché des rencontres, pour ne pas prendre le risque d'être à nouveau rejeté, trahi, abandonné. Tant que vous pouvez dire « je ne suis pas prête, je dois d'abord guérir », vous vous protégez de la possibilité d'une nouvelle blessure. C'est une stratégie d'évitement, et même si elle vous protège à court terme, elle vous prive à long terme de toutes les expériences magnifiques que vous pourriez vivre. Ou peut-être que votre blessure est devenue une part importante de votre identité, de la façon dont vous vous définissez, dont vous vous présentez aux autres. Vous êtes devenue la femme qui a été trahie, la femme qui a souffert, la femme qui a survécu à une épreuve terrible. Et même si cette identité est douloureuse, elle vous donne aussi une certaine reconnaissance, une certaine attention, une certaine importance. Les gens vous plaignent, vous demandent comment vous allez, s'inquiètent pour vous. Et si vous guérissiez complètement, si vous redeveniez forte et heureuse, peut-être que vous perdriez cette attention, peut-être que les gens s'intéresseraient moins à vous, peut-être que vous redeviendriez invisible. Ou encore, et c'est peut-être le bénéfice secondaire le plus puissant et le plus insidieux, tant que vous souffrez, tant que vous êtes dans la douleur, vous gardez un lien avec la personne qui vous a blessé, avec votre ex-mari par exemple. Votre souffrance est une façon de rester connecté à lui, de le garder vivant dans votre psyché, de ne pas vraiment le laisser partir. Parce que guérir complètement signifierait accepter que c'est vraiment fini, que vous devez vraiment tourner la page, que vous devez vraiment lâcher prise. Et peut-être qu'une partie de vous n'est pas prête à faire ça, peut-être qu'une partie de vous préfère encore souffrir plutôt que d'accepter cette perte définitive. Alors comment identifier ces bénéfices secondaires qui sabotent votre guérison sans que vous en soyez consciente ?
Voici une technique très puissante que j'utilise avec mes patientes. Prenez un moment de calme, asseyez-vous confortablement, respirez profondément et posez-vous cette question: si je guérissais complètement demain, si je me réveillais demain matin totalement libéré de ma douleur, qu'est-ce que je perdrais? Qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait peur? Et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans censure, sans jugement, même si ça semble absurde ou honteux. Vous allez peut-être découvrir des choses surprenantes, dérangeantes même, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Parce que tant que ces bénéfices secondaires restent dans l'ombre, tant qu'ils opèrent en dehors de votre conscience, ils vont continuer à saboter vos efforts de guérison. Mais dès que vous les amenez à la lumière, dès que vous les reconnaissez et les nommez, ils perdent une grande partie de leur pouvoir. Vous pouvez alors faire des choix conscients, vous pouvez décider que même si guérir implique de perdre certaines choses, les gains sont infiniment plus importants que les pertes. Et maintenant, la quatrième leçon, et celle-ci va directement toucher quelque chose de très profond en vous. Vous ne guérissez pas parce que vous n'avez pas fait le deuil de la femme que vous pensiez devenir, de la vie que vous pensiez avoir. Quand une relation s'étermine, quand un projet de vie s'effondre, quand vos rêves se brisent, vous ne perdez pas seulement ce que vous aviez, vous perdez aussi tout ce que vous aviez imaginé, anticipé, espéré pour le futur. Vous perdez la version de vous-même que vous pensiez devenir dans cette relation, dans cette vie que vous aviez planifiée. Et ce deuil-là, le deuil du futur qui n'aura jamais lieu, est souvent plus difficile à faire que le deuil du passé. Parce que le passé au moins a existé, vous en avez des souvenirs, des preuves tangibles. Mais le futur que vous aviez imaginé, lui, n'a jamais existé que dans votre esprit, dans vos rêves, dans vos projections, et pourtant sa perte est tout aussi réelle, tout aussi douloureuse. Vous aviez peut-être imaginé vieillir avec votre mari, avoir des petits-enfants ensemble, voyager, profiter de la retraite à deux. Et maintenant, ce futur n'existe plus, il a été effacé, annulé, et vous devez construire une nouvelle vision de votre avenir. Et c'est terrifiant parce que vous ne savez même pas par où commencer. Beaucoup de femmes restent bloquées dans leur guérison parce qu'elles continuent à comparer leur réalité actuelle avec la vie qu'elles avaient imaginée. Et évidemment, la réalité ne peut jamais être à la hauteur de ses attentes, de ses rêves. Elle se disait: j'aurais dû être en train de faire ça maintenant, j'aurais dû être avec lui en train de profiter de ça, ma vie aurait dû ressembler à ça. Et chaque fois qu'elles font cette comparaison, elles rouvrent la blessure, elles entretiennent la douleur, elles s'empêchent d'accepter et d'embrasser la vie qu'elles ont maintenant, imparfaite certes, et différente de ce qu'elles avaient imaginé, mais potentiellement tout aussi riche, tout aussi belle, peut-être même plus authentique. Alors comment fait-on le deuil de ce futur qui n'existera jamais? Comment acceptait-on que la vie que nous avons n'est pas celle que nous avions planifiée? C'est un processus délicat, douloureux, mais absolument nécessaire. Et voici comment je suggère de l'aborder. D'abord, vous devez reconnaître et honorer cette perte. Vous devez vous autoriser à pleurer ce futur qui ne sera jamais, à ressentir la tristesse, la colère, la déception que cette perte provoque en vous. Vous pouvez même faire un rituel symbolique, écrire une lettre à cette version de vous-même que vous ne deviendrez jamais, lui dire au revoir, la remercier pour les rêves qu'elle vous a permis de nourrir et puis la laisser partir. Ensuite, et c'est peut-être la partie la plus difficile mais aussi la plus libératrice, vous devez commencer à imaginer un nouveau futur, un futur qui tient compte de votre réalité actuelle, de qui vous êtes vraiment maintenant, de ce que vous voulez vraiment pour vous-même et non de ce que vous pensiez devoir vouloir. Et ce nouveau futur peut être incroyablement excitant si vous lui donnez une chance, si vous arrêtez de le voir comme un second choix, comme un plan B, et si vous commencez à le voir comme une opportunité de créer quelque chose d'authentique, d'aligner avec vos valeurs profondes, avec la femme que vous êtes devenue à travers vos épreuves. Imaginez un instant que vous n'ayez plus à vous conformer aux attentes de quelqu'un d'autre, que vous puissiez construire votre vie exactement comme vous le souhaitez en fonction de vos propres désirs, de vos propres rêves, de vos propres priorités. Imaginez la liberté que cela représente. Imaginez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous pourriez voyager dans des endroits dont votre ex-mari ne voulait pas entendre parler, vous pourriez poursuivre des passions que vous aviez mises de côté, vous pourriez rencontrer des gens qui vous inspirent, vous pourriez devenir la version la plus authentique, la plus vivante de vous-même. Et maintenant, nous arrivons à la cinquième leçon, et celle-ci concerne quelque chose dont on parle rarement, mais qui est absolument central dans le processus de guérison. Vous ne guérissez pas parce que vous n'avez pas pardonné, et attention, je ne parle pas nécessairement de pardonner à la personne qui vous a blessé, même si c'est important aussi, je parle surtout de vous pardonner à vous-même.
de vous pardonner pour toutes les fois où vous pensez avoir échoué, pour toutes les erreurs que vous pensez avoir commises, pour tous les signaux que vous pensez avoir manqués, pour tout ce que vous auriez dû faire différemment selon vous. Parce que voyez-vous, la culpabilité et l'auto-accusation sont parmi les obstacles les plus puissants à la guérison émotionnelle. Tant que vous continuez à vous blâmer, à vous dire que c'est de votre faute, que si seulement vous aviez été différente, meilleure, plus ceci ou moins cela, les choses auraient pu se passer autrement. Vous vous maintenez dans un état de souffrance perpétuelle. Vous devenez à la fois la victime et le bourreau, et cette position est absolument épuisante, dévastatrice pour votre estime de vous-même, pour votre confiance en votre capacité à créer des relations saines à l'avenir. Et le pire, c'est que cette auto-accusation est souvent complètement irrationnelle, basée sur une vision déformée de la réalité, sur une tendance à vous attribuer une responsabilité démesurée dans ce qui s'est passé. Vous oubliez que dans toute relation, il y a deux personnes, deux histoires de responsabilité. Vous oubliez que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les ressources, les connaissances, la conscience que vous aviez à ce moment-là. Vous oubliez que personne n'est parfait, que tout le monde fait des erreurs, que c'est précisément comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue. Alors comment se pardonne-t-on à soi-même? Comment se libère-t-on de cette culpabilité toxique qui nous ronge de l'intérieur? Voici une pratique que je recommande souvent et qui peut vraiment transformer votre relation à vous-même. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-vous à voix haute « Je me pardonne pour tout ce que je pense avoir fait de mal. Je me pardonne pour toutes mes imperfections, je me pardonne pour toutes mes erreurs. J'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je savais à ce moment-là et c'est suffisant. Je suis suffisante. » Au début, vous allez peut-être avoir du mal à le faire, vous allez peut-être vous sentir ridicule, mal à l'aise, vous allez peut-être même pleurer parce que ces mots vont toucher quelque chose de très profond en vous, une blessure que vous portiez depuis longtemps. Mais si vous persistez, si vous faites cette pratique tous les jours pendant au moins 3 semaines, vous allez commencer à sentir quelque chose changer en vous, une douceur, une bienveillance envers vous-même que vous n'aviez peut-être jamais ressenti auparavant. Et en ce qui concerne le pardon envers la personne qui vous a blessé, votre ex-mari par exemple, je veux clarifier quelque chose d'important. Pardonner ne signifie pas excuser ce qui s'est passé, ne signifie pas dire que c'était acceptable, ne signifie pas que vous devez oublier ou faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner signifie simplement que vous choisissez de ne plus porter le poids de la rancune, de la colère, du ressentiment, parce que ce poids vous fait plus de mal à vous qu'à la personne que vous n'avez pas pardonnée. Pardonner, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, c'est une façon de vous libérer de l'emprise émotionnelle que cette personne continue d'avoir sur vous. Tant que vous êtes dans la colère, dans le ressentiment, dans le désir de vengeance, vous restez lié à cette personne, vous lui donnez du pouvoir sur vos émotions, sur votre état d'esprit, sur votre vie. Mais quand vous pardonnez, quand vous lâchez prise, vous reprenez votre pouvoir, vous vous libérez, vous créez de l'espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles joies. Nous arrivons maintenant à la 6e leçon et celle-ci va peut-être vous surprendre parce qu'elle va à l'encontre de beaucoup de ce qu'on entend dans le domaine du développement personnel. Vous ne guérissez pas parce que vous essayez trop fort d'être positif, de voir le bon côté des choses, de trouver du sens à votre souffrance, de transformer votre douleur en quelque chose de productif, d'utile, d'inspirant. Et je sais que ça semble bizarre venant de moi qui ai passé ma carrière à promouvoir les bienfaits de la psychologie positive, de la gratitude, de l'optimisme. Mais voilà ce que j'ai compris avec le temps, avec l'expérience, avec l'humilité que donne l'observation de centaines de parcours de guérison. La positivité forcée, ce qu'on appelle en anglais le toxic positivité, peut être aussi nocive que la négativité chronique. Quand vous essayez de vous convaincre que tout va bien alors que tout va mal, quand vous vous forcez à être reconnaissante alors que vous êtes en plein désespoir, quand vous cherchez désespérément du sens à votre souffrance alors que peut-être il n'y en a pas, vous créez une dissonance cognitive, un conflit intérieur entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous pensez devoir ressentir. Et cette dissonance est épuisante, elle vous coupe de vos émotions authentiques, elle vous empêche de traiter vraiment ce qui se passe à vous. Vous mettez un pansement sur une plaie ouverte en espérant qu'elle va guérir toute seule, mais elle ne guérit pas, elle s'infecte, elle suppurait sous le pansement, et un jour elle explose de façon souvent spectaculaire et destructrice. Vous vous retrouvez à craquer complètement, à avoir une crise de larmes incontrôlable, au supermarché, à exploser de colère pour une broutille, à sombrer dans une dépression profonde sans comprendre d'où ça vient. Alors oui, la gratitude est importante et oui, l'optimisme est précieux, oui, trouver du sens à nos épreuves peut être transformateur, mais tout ça ne peut venir qu'après avoir vraiment ressenti, traversé, digéré la douleur. Vous ne pouvez pas sauter les étapes.
Vous ne pouvez pas passer directement de la blessure à la sagesse sans passer par toutes les émotions difficiles qui sont entre les deux. C'est comme essayer de construire le toit d'une maison avant d'avoir construit les fondations. Ça ne tient pas, ça s'effondre. Donc si vous êtes triste, soyez triste pleinement, totalement, sans essayer de vous convaincre que vous devriez être reconnaissante d'avoir appris quelque chose. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Laissez cette colère s'exprimer de façon saine, sans la refouler sous prétexte que ce n'est pas spirituel ou évolué d'être en colère. Si vous avez peur, reconnaissez cette peur, explorez-la, comprenez ce qu'elle essaye de vous dire, au lieu de la cacher derrière un masque de courage et de positivité. Et voici une pratique concrète pour vous aider à faire ça. Créez ce que j'appelle un espace de permission émotionnelle. Choisissez un moment dans votre journée, peut-être le soir avant de vous coucher, où vous vous donnez la permission totale de ressentir tout ce que vous ressentez sans aucun jugement, sans aucune tentative de changer ou de contrôler ces émotions. Mettez un minuteur pour 15 minutes, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez venir tout ce qui vient, la tristesse, la colère, la peur, le désespoir, la confusion, tout est bienvenu, tout est légitime. Vous pouvez pleurer, crier dans un oreiller, taper sur des coussins, écrire furieusement dans un journal, peu importe la forme que prend l'expression de vos émotions, l'important est que vous leur donniez de l'espace, que vous les laissiez exister sans essayer de les rationaliser, de les minimiser, de les transformer en quelque chose de plus acceptable. Et puis, quand le minuteur sonne, vous respirez profondément, vous remerciez vos émotions d'être venues et vous continuez votre journée où vous allez vous coucher. Cette pratique va vous permettre de ne pas être submergé par vos émotions tout au long de la journée parce que vous savez qu'il y a un moment, un espace où elles pourront s'exprimer. Et paradoxalement, en leur donnant cet espace dédié, vous allez découvrir qu'elles deviennent moins envahissantes, moins intenses parce qu'elles ne sont plus refoulées, elles ne sont plus en train de frapper à la porte de votre conscience en permanence pour essayer de se faire entendre. Et maintenant, nous arrivons à la 7e et dernière leçon, celle qui va peut-être tout changer pour vous si vous l'intégrez vraiment, si vous la laissez pénétrer jusqu'au plus profond de votre être. Vous ne guérissez pas parce que vous attendez de guérir pour commencer à vivre, alors qu'en réalité, c'est en recommençant à vivre que vous allez guérir. C'est le paradoxe ultime de la guérison émotionnelle, c'est l'énigme que tant de femmes ne parviennent pas à résoudre. Vous pensez que vous devez d'abord aller mieux, être complètement remise, avoir retrouvé votre confiance en vous, votre joie de vivre, votre capacité à faire confiance, avant de pouvoir vous remettre en mouvement, avant de pouvoir prendre des risques, avant de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles relations. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est en vous remettant en mouvement, même si vous avez encore mal, même si vous n'êtes pas complètement guéri, même si vous avez peur que vous allez créer les conditions de votre guérison. Parce que la guérison émotionnelle ne se passe pas dans votre tête, elle ne se passe pas en pensant, en analysant, en comprenant ce qui s'est passé. Elle passe dans l'action, dans l'expérience, dans le contact avec la vie, avec les autres, avec le monde. Chaque fois que vous faites quelque chose malgré votre peur, chaque fois que vous prenez un risque malgré votre blessure, chaque fois que vous vous ouvrez à quelqu'un malgré votre méfiance, vous envoyez un message puissant à votre psyché, vous lui dites « je suis plus forte que ma douleur, je suis plus grande que ma blessure, je ne vais pas laisser ce qui s'est passé définir le reste de ma vie ». Et votre psyché répond à ce message, elle commence à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales, à former de nouvelles croyances sur vous-même et sur le monde. Vous commencez à accumuler des preuves que vous pouvez survivre, que vous pouvez vous reconstruire, que vous pouvez être heureuse à nouveau. Et ces preuves, ces expériences positives, même petites, même imparfaites, sont infiniment plus puissantes que n'importe quelle affirmation positive que vous pourriez vous répéter devant votre miroir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie de recommencer à vivre avant d'être complètement guéri ? Ça signifie que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, faire des choses qui vous font peur, prendre des risques calculés. Ça peut commencer par des petites choses, aller à un événement social alors que vous préfériez rester chez vous, sourire à un inconnu dans la rue, accepter une invitation à dîner même si vous n'en avez pas envie, vous inscrire à une activité qui vous intéresse même si vous avez peur de ne connaître personne. Et puis progressivement, vous allez pouvoir prendre des risques plus importants, peut-être télécharger une application de rencontre même si l'idée vous terrifie, peut-être accepter un rendez-vous même si vous ne vous sentez pas prête, peut-être partager quelque chose de personnel avec quelqu'un même si vous avez peur d'être jugé. Chaque petit pas compte, chaque petite victoire renforce votre confiance, chaque expérience positive réécrit votre histoire, transforme votre relation à vous-même et au monde. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important, quelque chose que trop de femmes oublient.
Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement guéri pour être désirable, pour être aimable, pour être digne d'une belle relation. Les hommes qui valent la peine ne cherchent pas des femmes parfaites, sans histoire, sans blessures, sans cicatrices. Ils cherchent des femmes authentiques, vivantes et qui ont traversé des épreuves et qui en sont ressorties plus profondes, plus sages, plus vraies. Vos blessures, si vous les avez travaillées, si vous les avez appris à vivre avec elles sans qu'elles vous définissent, peuvent devenir une force, un atout, quelque chose qui vous rend unique, touchante, fascinante. Elles témoignent de votre humanité, de votre vulnérabilité, de votre courage. Elles montrent que vous êtes une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a souffert, qui s'est relevée. Et ça, mes chers amis, c'est infiniment plus attirant que la perfection lisse et froide de quelqu'un qui n'a jamais pris de risque, qui n'a jamais vraiment vécu. Alors arrêtez d'attendre d'être parfaitement guéri pour vous autoriser à vivre pleinement. Arrêtez de vous dire que vous commencerez à sortir, à rencontrer des gens, à vous ouvrir à l'amour quand vous serez prête, parce que vous ne serez jamais complètement prête. Il y aura toujours une raison de reporter, une peur de plus à surmonter, un travail intérieur supplémentaire à faire. La vie n'attend pas que vous soyez prête, elle se passe maintenant, en ce moment même, et chaque jour que vous passez à attendre est un jour que vous ne récupérerez jamais. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'observe souvent chez les femmes de votre génération. Quelque chose qui est à la fois touchant et préoccupant. Beaucoup d'entre vous ont passé une grande partie de leur vie à prendre soin des autres, à s'occuper de leur mari, de leurs enfants, de leurs parents vieillissants, de leurs amis, de leurs collègues, et vous avez souvent négligé vos propres besoins, vos propres désirs, vos propres rêves. Vous avez mis votre vie entre parenthèses en vous disant que vous vous occuperiez de vous plus tard, quand les enfants seraient grands, quand votre carrière serait établie, quand vous auriez plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources. Et maintenant que vous êtes à cette étape de votre vie, maintenant que les enfants sont partis, que vous avez peut-être plus de temps libre, vous vous retrouvez face à vous-même et vous ne savez plus très bien qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer. Vous avez passé tellement de temps à être la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la fille de quelqu'un, que vous avez perdu le contact avec votre essence, avec cette femme unique, magnifique, pleine de désirs et de rêves que vous étiez avant de prendre tous ces rôles. Et c'est peut-être ça finalement la véritable guérison dont vous avez besoin. Pas guérir de votre divorce, pas guérir de votre rupture, pas guérir de votre déception, mais guérir de cette perte de vous-même. Retrouver cette femme que vous avez laissée derrière vous il y a des années, cette femme qui savait ce qu'elle voulait, qui osait désirer, qui prenait des risques, qui vivait avec passion et intensité. Alors voici ce que je vous propose et c'est peut-être l'exercice le plus important que je vais vous donner aujourd'hui. Prenez un moment, un vrai moment de calme et de solitude et posez-vous cette question. Si j'avais toute la liberté du monde, si je n'avais pas à me soucier de ce que les autres pensaient, de ce qui est raisonnable ou approprié pour une femme de mon âge, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je créerais, comment est-ce que je vivrais? Et laissez venir les réponses sans les censurer, sans les juger, sans vous dire que c'est impossible ou ridicule. Peut-être que vous découvrirez ce que vous avez envie de voyager seul, de partir à l'aventure dans des pays lointains. Peut-être que vous réaliserez que vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, de peindre, de faire de la musique. Peut-être que vous comprendrez que vous voulez vivre une relation passionnée, intense, même si elle ne dure pas toute la vie. Peut-être que vous découvrirez ce que vous voulez changer complètement de vie, déménager dans une autre ville, commencer une nouvelle carrière, vous réinventer totalement. Et une fois que vous avez identifié ces désirs profonds, ces rêves enfouis, je veux que vous fassiez quelque chose de concret dès aujourd'hui pour vous rapprocher de ces rêves. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez plus d'argent ou plus de temps ou plus de courage, mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Même si c'est un tout petit pas, même si c'est juste faire une recherche sur Internet, envoyer un email, passer un coup de fil, acheter un livre, peu importe, l'important est de commencer de mettre en mouvement l'énergie de vos désirs. Parce que voyez-vous, et c'est quelque chose que j'ai appris après des décennies à observer la psychologie humaine, nous ne guérissons pas en regardant en arrière, en analysant ce qui s'est passé, en cherchant à comprendre pourquoi les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Nous guérissons en regardant en avant, en créant quelque chose de nouveau et nous projetant dans un futur qui nous excite, qui nous inspire, qui nous donne envie de nous lever le matin. Votre passé est important, bien sûr, il fait partie de votre histoire, il vous a façonné, il vous a appris des choses précieuses. Mais il ne doit pas définir votre futur, il ne doit pas limiter vos possibilités, il ne doit pas vous empêcher de rêver, de désirer, de créer. Vous avez le droit de vouloir plus, de vouloir mieux, de vouloir différent. Vous avez le droit de vous réinventer à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans. Vous avez le droit d'être une femme sensuelle, désirable, passionnée, quel que soit votre âge. Et je veux vraiment insister sur ce point parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur.
Notre société a cette tendance terrible à invisibiliser les femmes après un certain âge, à les considérer comme moins désirables, moins intéressantes, moins vivantes. C'est absolument faux. C'est une construction sociale toxique qui fait énormément de dégâts et je refuse de la perpétuer. Vous êtes à un âge magnifique, un âge où vous avez l'expérience, la sagesse, la confiance que vous n'aviez pas à 20 ans et en même temps vous avez encore toute l'énergie, la vitalité, la sensualité pour vivre pleinement, pour aimer passionnément, pour créer intensément. Les femmes de votre génération sont en train de réinventer complètement ce que signifie vieillir, ce que signifie être une femme mature. Vous refusez de vous laisser mettre dans une boîte, de vous conformer aux atteintes limitantes de la société. Vous voulez vivre, vraiment vivre, jusqu'à votre dernier souffle. Et c'est magnifique, c'est inspirant, c'est révolutionnaire même. Alors ne laissez personne, et surtout pas cette petite voix critique dans votre tête, vous dire que vous êtes trop vieille pour ça, que vous devriez être plus raisonnable, que vous devriez accepter votre sort et vous contenter de ce que vous avez. Cette voix n'est pas la vôtre, c'est la voix de toutes les croyances limitantes que vous avez intériorisées au fil des années, c'est la voix du patriarcat, de l'agisme, de toutes les forces qui veulent vous garder petite, invisible, silencieuse. Mais vous n'êtes pas petite, vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas silencieuse. Vous êtes une forme de la nature, vous êtes une femme magnifique, puissante, désirable, et il est temps que vous le reconnaissiez, que vous l'acceptiez, que vous l'incarniez pleinement. Il est temps que vous arrêtiez de vous excuser d'exister, de prendre de la place, d'avoir des désirs, des besoins, des rêves. Il est temps que vous vous autorisiez à briller, à rayonner, à vivre avec toute l'intensité dont vous êtes capable. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très concret, de très pratique, parce que je sais que vous avez besoin d'outils, de techniques, de stratégies que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour commencer vraiment à guérir, pour commencer vraiment à vivre. Je vais vous donner ce que j'appelle mon protocole de revitalisation émotionnelle, un ensemble de pratiques quotidiennes qui, si vous les appliquez avec régularité et engagement, vont transformer radicalement votre état émotionnel, votre énergie, votre rapport à la vie. La première pratique, et c'est la plus importante, et c'est ce que j'appelle l'ancrage matinal. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, avant de penser à tout ce que vous devez faire dans la journée, avant de vous laisser happer par le tourbillon de la vie quotidienne, prenez 10 minutes pour vous ancrer dans le moment présent dans votre corps, dans votre respiration. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez simplement votre attention sur votre respiration, sur le flux et le reflux de l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration, contentez-vous de l'observer, de la ressentir. Et quand votre esprit s'évade, ce qui va arriver des dizaines de fois, ramenez-le doucement, sans jugement, à votre respiration. Cette pratique simple, si vous la faites tous les jours, va créer un espace de calme, de stabilité, de présence qui va vous accompagner tout au long de votre journée. Elle va vous permettre de ne pas être complètement submergé par vos émotions, par les événements extérieurs. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle le journal de gratitude évolutif. Attention, ce n'est pas le journal de gratitude classique où vous listez mécaniquement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus authentique. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez dans votre journal une chose qui s'est passée dans la journée et qui vous a fait sentir vivante, présente, connectée à vous-même ou aux autres. Ça peut être un moment très simple, très ordinaire, un rayon de soleil sur votre visage, un sourire échangé avec un inconnu, une bouchée d'un aliment délicieux, un moment de rire avec une amie, une sensation agréable dans votre corps. L'important est que ce soit authentique, que ce soit quelque chose que vous avez vraiment ressenti, pas quelque chose que vous pensez devoir ressentir. Et puis décrivez en détail ce moment, ce que vous avez ressenti, où vous l'avez ressenti dans votre corps, pourquoi c'était important pour vous. Cette pratique va progressivement réorienter votre attention vers ce qui est vivant, beau, nourrissant dans votre vie, même au milieu de la douleur, même au milieu des difficultés. Elle va vous aider à développer ce que nous appelons en psychologie la saveur de la vie, cette capacité à vraiment goûter, apprécier, savourer les petits plaisirs, les petits bonheurs qui sont toujours là, mais que nous ne remarquons plus parce que nous sommes trop occupés à ruminer nos problèmes. La troisième pratique, c'est le mouvement quotidien. Et je ne parle pas nécessairement de faire du sport intensif, de vous inscrire dans une salle de gym, de courir un marathon. Je parle simplement de bouger votre corps tous les jours de façon agréable, plaisante, en connexion avec vos sensations. Ça peut être une marche dans la nature, une séance de yoga doux, de la danse dans votre salon sur votre musique préférée, du jardinage, peu importe. L'important est que vous bougiez.
Parce que voyez-vous, les émotions ne sont pas seulement dans votre tête, elles sont aussi et peut-être surtout dans votre corps. Quand vous êtes triste, votre posture s'affaisse, vos épaules tombent, votre respiration devient superficielle. Quand vous êtes anxieuse, vos muscles se tendent, votre mâchoire se crispe et votre ventre se noue. Et toutes ces tensions, toutes ces contractions, si elles ne sont pas libérées, finissent par créer des blocages énergétiques, des douleurs chroniques, des maladies même. Le mouvement permet de libérer ces tensions, de faire circuler l'énergie, de réoxygéner votre corps et votre cerveau. Il stimule la production d'endorphines, ces hormones du bien-être qui sont des antidépresseurs naturels infiniment plus puissants et sans effet secondaire que n'importe quel médicament. Il vous reconnecte à votre corps, à vos sensations, à votre vitalité, à cette force vitale qui est toujours là, même quand vous avez l'impression d'être complètement vidé. La quatrième pratique, c'est la connexion sociale intentionnelle. Au moins une fois par semaine, organisez une vraie rencontre en personne avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un avec qui vous pouvez être authentique. Pas un message sur WhatsApp, pas un like sur Facebook, pas un commentaire sur Instagram, une vraie rencontre face à face où vous pouvez vous regarder dans les yeux, vous toucher, partager un repas, une activité, un moment de complicité. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de connexion, de contact, d'appartenance pour nous sentir bien, pour nous sentir vivantes. L'isolement est un poison pour l'âme, il nourrit la dépression, l'anxiété, le désespoir. Mais la vraie connexion, la connexion authentique, profonde, nourrit notre âme, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'une communauté, d'une famille humaine qui nous soutient, nous comprend, nous aime. La cinquième pratique, c'est ce que j'appelle l'exposition progressive à la vie. Chaque semaine, faites une chose qui vous sort de votre zone de confort, qui vous fait un peu peur, qui vous challenge. Ça peut être quelque chose de très simple, aller dans un restaurant seul, parler à un inconnu, essayer une nouvelle activité, aller à un événement où vous ne connaissez personne, accepter une invitation que vous auriez normalement déclinée. L'idée n'est pas de vous mettre en danger ou de vous forcer à faire des choses qui vous terrorisent. L'idée est de vous exposer progressivement à des situations nouvelles, légèrement inconfortables, qui vont vous permettre d'étendre votre zone de confort, de développer votre confiance en vous, de vous prouver que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Chaque fois que vous faites quelque chose malgré votre peur, chaque fois que vous prenez un risque et que vous survivez, vous renforcez votre résilience, vous développez votre courage, vous créez de nouvelles connexions neuronales qui vont vous permettre de prendre des risques encore plus grands la prochaine fois. Et progressivement, des choses qui vous semblaient impossibles deviennent possibles, puis faciles, puis naturelles. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important, quelque chose que beaucoup de femmes négligent complètement dans leur processus de guérison, et c'est leur relation à leur corps, à leur sensualité, à leur sexualité. Après une rupture, après une trahison, après une déception amoureuse, beaucoup de femmes se coupent complètement de leur corps, de leur sensualité, de leur désir. Elles arrêtent de prendre soin d'elles, elles arrêtent de se sentir belles, désirables, elles arrêtent de porter des vêtements qui les mettent en valeur, elles arrêtent de se maquiller, de se coiffer, comme si elles se disaient à quoi bon. Personne ne me regarde, de toute façon, je ne plais à personne. Et cette négligence de soi, cette coupure avec sa féminité, sa sensualité, est absolument dévastatrice pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour la capacité à attirer et à vivre une relation épanouissante. Alors voici ce que je veux que vous fassiez, et c'est peut-être l'exercice le plus important de tous. Chaque jour, prenez un moment pour vous reconnecter à votre corps, à votre sensualité d'une façon qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir vivante, désirable, belle. Ça peut être prendre un bain chaud avec des huiles essentielles et des bougies, vous masser le corps avec une crème parfumée, porter de la lingerie belle et confortable, même si personne ne la voit, danser sensuellement dans votre chambre, vous regardez nué dans le miroir et apprécier votre corps au lieu de le critiquer. L'idée est de réveiller cette part de vous qui est sensuelle, désirante, vivante, cette part que vous avez peut-être mise en sommeil parce que vous aviez trop mal, parce que vous ne vous sentiez pas digne, parce que vous aviez peur d'être à nouveau blessé. Mais cette part de vous est essentielle, elle est au cœur de votre vitalité, de votre joie de vivre, de votre capacité à attirer l'amour, la passion, l'intimité que vous désirez. Et je veux être très clair sur quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être jeune, mince, parfaitement tonique pour être sensuel, désirable, sexy. La sensualité n'a rien à voir avec les standards de beauté imposés par les magazines, par la publicité, par l'industrie de la mode. La sensualité, c'est une énergie, c'est une façon d'habiter son corps, de se mouvoir, de regarder, de toucher. C'est une connexion profonde avec ses sensations, ses désirs, son plaisir. Et cette sensualité, vous l'avez en vous, elle a toujours été là, elle n'attend que d'être réveillée, libérée, exprimée.
Les hommes qui sont vraiment intéressants, les hommes qui ont de la profondeur, de la maturité, sont infiniment plus attirés par une femme qui habite pleinement son corps, qui assume sa sensualité, qui rayonne de confiance, que par une jeune femme parfaite physiquement, mais coupée de son corps, de ses sensations, de sa vitalité. Alors arrêtez de vous comparer aux jeunes femmes que vous voyez sur Instagram, arrêtez de penser que vous êtes trop vieille, trop abîmée, trop imparfaite pour être désirable. Vous êtes magnifique exactement telle que vous êtes, avec vos rides qui témoignent de votre vie, avec votre corps qui porte les traces de vos expériences, avec votre regard qui a la profondeur de quelqu'un qui a vraiment vécu. Et maintenant, nous approchons de la fin de notre temps ensemble et je veux vous laisser avec quelque chose de très important, quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, toutes ces leçons, toutes ces pratiques, toutes ces techniques ne serviront absolument à rien si vous ne prenez pas une décision radicale, définitive, irrévocable. La décision de vous choisir, de vous mettre en priorité, de faire de votre bien-être, de votre bonheur, de votre épanouissement la chose la plus importante dans votre vie. Parce que voyez-vous, la plupart des femmes que je rencontre dans mon cabinet n'ont jamais vraiment pris cette décision. Elles ont toujours mis les autres en premier, les besoins des autres, les désirs des autres, les attentes des autres. Elles se sont sacrifiées, elles se sont oubliées, elles se sont perdues en cours de route. Et maintenant, elles sont là, blessées, épuisées, vidées, et elles se demandent pourquoi elles ne guérissent pas, pourquoi elles n'arrivent pas à aller mieux. Mais la réponse est simple, douloureuse peut-être, mais simple. Elles ne guérissent pas parce qu'elles n'ont pas fait de leur guérison une priorité absolue, parce qu'elles continuent à se négliger, à se mettre en dernier, à donner toute leur énergie aux autres sans rien garder pour elles-mêmes. Et on ne peut pas guérir comme ça, on ne peut pas se reconstruire en continuant à se détruire, on ne peut pas remplir son réservoir en continuant à le vider. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, je vous invite à prendre cette décision. Décidez que vous comptez, que vous êtes importante, que vous méritez d'être heureuse, épanouie, aimée. Décidez que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour guérir vraiment, pour vous reconstruire, pour créer la vie que vous désirez. Décidez que vous n'alliez plus jamais vous abandonner pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Cette décision est le véritable point de bascule. C'est le sol fertile sur lequel tout le reste pourra enfin pousser. Sans elle, vous pourrez essayer toutes les techniques du monde, vous ne ferez que mettre des pincements sur une hémorragie interne. Et c'est là, mes amis, que se trouve la fameuse vitamine dont je vous parlais au début de notre conversation. Cette vitamine qui sauve ta mémoire et stoppe la démence. Vous pensiez peut-être que j'allais vous parler de vitamine B12, de ginkgo biloba ou d'oméga 13. Non, bien sûr, ces choses peuvent aider. Mais la vitamine la plus puissante et la plus essentielle, la plus transformatrice pour votre cerveau, ce n'est pas une substance que vous pouvez avaler. C'est une décision que vous devez incarner. La vitamine la plus puissante pour votre cerveau, c'est la joie, c'est l'amour de soi, c'est le plaisir, c'est la vitalité. Quand vous prenez la décision radicale de vous choisir, quand vous réintroduisez la sensualité, le plaisir, la passion dans votre vie, vous changez littéralement la chimie de votre cerveau. Vous faites chuter le cortisol, cette hormone du stress chronique qui est un véritable poison pour vos neurones et votre hippocampe, le siège de la mémoire. Et en parallèle, vous inondez votre système de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, d'endorphines. Ce cocktail neurochimique du bonheur ne fait pas que vous sentir bien. Il protège vos neurones, il stimule la neurogenèse, la création de nouveaux neurones, et il renforce les connexions synaptiques. Il rend votre cerveau plus résilient, plus plastique, plus jeune. La démence s'installe sur un terrain de renoncement, de tristesse chronique, de stress et d'isolement. La mémoire s'épanouit dans un esprit qui est engagé, curieux, voyeux, vivant. Alors ne cherchez plus la solution miracle à l'extérieur. La clé, la véritable vitamine anti-âge pour votre esprit, elle est en vous. C'est cet engagement féroce envers votre propre bonheur. Prenez cette décision aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, engagez-vous à cultiver votre joie comme vous cultiveriez le plus précieux des jardins. Et regardez non seulement votre mémoire refleurir, mais votre vie entière se transformer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, s'il a allumé une étincelle, alors partagez-le avec une femme qui a besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.